se souvient du drame de Yirgou. C'était dans la nuit du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019. Plusieurs personnes ont été massacrées lors des violences intercommunautaires exacerbées par la montée de la menace terroriste. Une année après ce massacre, des organisations de défense des droits humains font le point sur l'évolution de ce drame. Nous saurons tout dans ce journal. Avez-vous suivi l'actualité mondiale en 2019? Certains faits marquants ont attiré notre attention tout au long de cette année. Dans ce journal, on fait un zoom sur l'actualité internationale. Ne bougez pas, c'est tout de suite dans cette édition. À la une également, Erdogan a annoncé hier soir le début du déploiement de soldats turcs en Libye. Le Parlement turc avait donné jeudi son feu vert à l'envoi des militaires pour y soutenir le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli. Bonjour à tous et à toutes. L'ancien commandant de la garde républicaine, le colonel-major Isiaka Ouattara, dit Ouattao, est décédé cette nuit aux États-Unis. L'ancien comzone de Bouaké, au temps de la rébellion ivoirienne, réputé proche de Soro, souffrait d'un diabète avancé. Qui était vraiment cet homme qui a joué un rôle important dans la crise ivoirienne depuis 2002? On en sait plus dans ce récit de Gilles Lasda. Saa Belebele, l'Anaconda a perdu son dernier combat cette nuit. À 52 ans, le colonel Isiaka Ouattara dit Ouattao est décédé aux États-Unis des suites de sa maladie. D'abord en soins au Maroc, l'ancien chef de guerre de la rébellion va être évacué par la suite aux États-Unis pour y poursuivre ses soins. C'est auprès de sa famille, basée au pays de l'oncle Sam, qu'il rendra l'âme aux environs de 4 h du matin temps universel, selon notre confrère Kwasi.com. Figure de proue de la rébellion ivoirienne de 2002 à 2011, l'ex-comzone Ouattao va devenir par la suite commandant chargé de la sécurité du président de la République, puis commandant du centre de coordination des décisions opérationnelles. Mais très vite, il sera déchargé de ses différentes responsabilités. Chose vue comme le début d'une descente aux enfers par bon nombre d'observateurs de la scène politique ivoirienne. Bon vivant, l'homme était aussi reconnu pour son goût du luxe et sa générosité parlante d'Abidjan à Ouagadougou. Promu colonel en décembre dernier, ce géant d'1,90 m souffrait selon les indiscrétions d'un diabète. L'Anaconda a donc relâché son étreinte pour de bon, et cela loin de sa terre natale. Retour au Burkina Faso. Une année après ce qu'il est convenu d'appeler le drame de Yirgou, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés a tenu une conférence de presse. La rencontre avec les hommes de médias avait pour but de faire le point sur l'évolution au plan juridique de l'affaire et les actions futures que compte entreprendre le collectif pour que justice soit faite. Le point de cette conférence de presse avec Bachirou Sawadogo et Gilles Lasda. Les premières heures de l'année 2019 se sont marquées par un conflit communautaire au Burkina. À Yirgou, la communauté Peul a subi la vengeance des Kogolwego suite à l'attaque qui a coûté la mort au chef et à d'autres ressortissants du village. Un an après, le dossier judiciaire avance avec une certaine lenteur. Et le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés CISC saisit l'instant pour interpeller les Burkinabés sur ce massacre. Selon de nombreuses sources concordantes, ce programme Peul est loin d'être un fait spontané ou encore isolé. Nous pouvons l'affirmer grâce à des sources crédibles qu'à partir du 29 décembre, un ultimatum de 72 heures avait été lancé par les membres du groupuscule Kogolwego. Alors même qu'il n'existait aucun incident pouvant faire penser à une dégradation de la situation et particulièrement de vivre ensemble dans cette région. Ces informations, hélas, n'avaient pas été prises au sérieux par les familles. L'assassinat du chef de Yirgou et des membres de sa famille ne serait finalement qu'un bon alibi pour des personnes aux idées funestes de mettre en exécution leurs projets. Et le CISC de faire cas des préoccupations de l'heure pour une résolution du drame de Yirgou. La première préoccupation du CISC, c'est l'urgence de la justice. Plus d'un an après, seuls 12 mandats ont pu être exécutés et près de 200 mandats attendent d'être exécutés. La deuxième préoccupation, c'est la persistance des zones de non-droit autour de la commune de Barsalgo. La troisième préoccupation est relative à la mauvaise prise en charge des déplacés.
La quatrième préoccupation et la plus urgente, c'est l'amalgame Peul égale à terroriste. Certes, le discours commence à évoluer au sommet de l'État avec les dernières sorties du chef de l'État qui a appelé à éviter la stigmatisation et le repli identitaire. Mais tout en saluant ce discours, le CISC attend qu'il soit suivi d'effets sur le terrain. Mais qu'en est-il des menaces proférées contre le responsable du CISC? Nous pouvons vous dire, en tout cas, que les menaces sont réelles, mais ça est dans de bonnes mains. Voilà, ça est dans de bonnes mains parce que l'autorité s'est saisie de la question. Voilà ce que nous pouvons vous dire pour ne pas beaucoup perturber le travail qui est en cours. Daouda Diallo annonce aussi une série d'activités du collectif qui débute par un sit-in de soutien à la justice ce 10 janvier à Ouagadougou. Autre point dans ce journal, le président turc Erdogan a annoncé dans la soirée d'hier le début du déploiement des soldats turcs en Libye. Le Parlement turc avait donné jeudi son feu vert à l'envoi des militaires pour y soutenir le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli. Interrogé sur le calendrier de ce déploiement de troupes, le président turc a répondu que les soldats étaient en train d'être déployés progressivement, tout en précisant qu'ils auront aussi d'autres équipes sur place en tant que force combattante et que leurs soldats n'en feront pas partie. Erdogan n'en a pas dit plus sur l'origine de ces forces combattantes, mais ces dernières semaines, les informations se multiplient sur la présence en Libye de combattants syriens arrivés de Turquie pour soutenir le gouvernement d'union nationale. Il s'agirait de supplétifs syriens de l'armée turque formés et utilisés par Ankara dans le cadre de ses opérations dans le nord de la Syrie. Dans un communiqué, l'ambassade des États-Unis à Tripoli a d'ailleurs dénoncé les interférences étrangères en Libye en citant nommément l'arrivée des combattants syriens soutenus par la Turquie. Et que peut-on retenir de l'actualité internationale en 2019? Eh bien, plusieurs événements se sont déroulés. Des manifestations en passant par des drames, sans oublier des bras de fer entre certains dirigeants et le peuple. Je vous propose un flashback sur l'actualité internationale de 2019. Suivons plutôt. Dans le monde, plusieurs faits auront marqué l'année 2019. La Bolivie est au bord du gouffre depuis près de 2 mois. Le 20 octobre dernier, les Boliviens se rendent aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle. Arrive en tête le président sortant Evo Morales et le candidat de centre-droit Carlos Mesa. Très vite, les premiers décomptes de voix laissent planer le doute sur la transparence du scrutin. Assez vite, Morales s'autoproclame président sans attendre le résultat officiel. Ses opposants, furieux, descendent dans les rues des grandes villes du pays. Lâchés par l'armée, désavoués par l'Organisation des États d'Amérique qui parle de scrutin truqué, Evo Morales est contraint de démissionner. Il quitte son pays en catastrophe et trouve refuge au Mexique, un pays gouverné par le dirigeant de gauche López Manuel Obrador. Après la fuite de Morales, l'armée désigne la vice-présidente du Sénat, une figure de l'opposition Jeanine Áñez, comme présidente par intérim, alors que le quorum au Parlement pour sa désignation n'est pas atteint. J'ai souvent dit que l'euro et moi, nous étions les seuls survivants du traité de Maastricht. L'euro sera seul. À la Commission européenne, c'est l'Allemagne Ursula von der Leyen qui devient la nouvelle présidente. Âgée de 61 ans, l'ancienne ministre allemande de la Défense et proche d'Angela Merkel est la première femme à avoir été élue à la présidence de la Commission européenne pour un mandat de 5 ans. L'événement le plus marquant de cette année en France s'est déroulé en l'espace d'à peine quelques heures. Le 15 avril dernier, les passants et les téléspectateurs du monde entier ont assisté avec effroi au feu dévastateur qui a ravagé la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris avant de se propager au sommet de l'édifice, détruisant la flèche et consumant les toits. L'incendie accidentel a provoqué une vague d'émotions aussi bien en France que dans le reste du monde. Près de 900 millions d'euros de dons et promesses de dons ont été confirmés pour reconstruire le monument vieux de 850 années. Dans la foulée, Emmanuel Macron a annoncé vouloir reconstruire la cathédrale dans un délai de 5 ans. Chacun a donné ce qu'il avait.
Des pompiers ont combattu au péril de leur vie avec héroïsme. Les policiers, les soignants étaient là, comme à chaque fois. Les Parisiens se sont réconfortés. Les Français ont tremblé, émus. Les étrangers ont pleuré. Les journalistes ont écrit, les écrivains ont rêvé, les photographes ont montré au monde ces images terribles. Des riches comme des moins riches ont donné de l'argent au fond. Chacun a donné ce qu'il a pu. Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Aux États-Unis, la Chambre des représentants a voté le 18 décembre dernier l'impeachment du président Donald Trump sur 2 chefs d'accusation, abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Le vote est passé après 10 heures de débat. L'enquête avait été lancée le 24 septembre dernier. Donald Trump est donc impeached. Cela ne veut pas dire qu'il est destitué. L'étape suivante de la procédure d'impeachment est un procès tenu par le Sénat, seul habilité à condamner ou acquitter le 45e président américain. Adepte de la carte de pression maximale pour gagner ses bras de fer internationaux avec la Chine, l'Iran ou encore la Corée du Nord, le président américain aura marqué l'année 2019 de faute d'avoir réussi à faire plier Kim Jong-un malgré plusieurs rencontres en tête-à-tête, puisqu'aucune avancée concrète n'a été enregistrée dans le délicat dossier nucléaire nord-coréen. Donald Trump pourra se targuer d'avoir franchi en compagnie du dirigeant nord-coréen la limite qui marque la séparation entre les 2 Corées. Un autre point de l'actualité mondiale en 2019, c'est la question nucléaire. The Iran deal is defective at its core. Therefore, I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. En mai dernier, après le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien, la République islamique annonce à son tour suspendre certains de ses engagements. Cet accord conclu par Téhéran et les grandes puissances en 2015 avait permis la levée des sanctions économiques internationales imposées par l'Iran et en contrepartie, ce pays avait accepté de limiter drastiquement son programme nucléaire. C'est un événement impensable qui s'est réalisé dans l'Indiana aux États-Unis entre le 31 décembre 2019 et le 1er janvier 2020. Des jumeaux nés avec une décennie d'écart. Un sacré timing choisi par les bébés pour arriver au monde. C'est le site américain Indian Star qui a relaté jeudi l'histoire de cet accouchement hors du commun et qui devait initialement avoir lieu aux alentours du 19 février 2020. Sauf qu'au tout dernier jour de l'année 2019, les parents s'inquiètent de ne plus sentir de mouvement des fœtus et se rendent alors à l'hôpital. L'état des bébés est très vite contrôlé et les spécialistes annoncent que l'accouchement aura probablement lieu dans la journée avec quasiment 2 mois d'avance. 30 minutes, 1 jour et une décennie d'écart, Jocelyne est ainsi née à 23h37 le 31 décembre 2019 et son frère Jackson 30 minutes plus tard, le 1er janvier 2020. Les jumeaux nés prématurément sont toujours à l'hôpital où ils pourraient rester encore plusieurs jours selon la chaîne de télévision WBNS. Pour l'instant, ils s'accrochent à la vie par une sonde. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. À demain donc pour d'autres actualités.